Je voudrais rappeler que le thème de cet après-midi, ou le thème retenu pour commémorer et clore les festivités du 13e anniversaire de notre parti, est « Devoir de résistance face aux dérives du pouvoir de la rupture. Comment s'insurger efficacement contre le déni de l'état de droit et contre la dégradation de l'image du Bénin ». Comme vous le savez, c'est un thème d'actualité. Devoir de résistance face aux dérives du pouvoir de la rupture. Comment s'insurger efficacement contre le déni de l'état de droit et contre la dégradation de l'image du Bénin. Ceux qui ont suivi les activités que nous menons depuis 3 jours doivent savoir que, premièrement, il y a eu une conférence inaugurale, qui n'est pas une conférence de presse, mais qui est une conférence inaugurale sur un thème présenté par la secrétaire générale adjointe du parti, Dr Akusson. Le thème était « Pouvoir de rupture ou rupture avec la démocratie ». Au cours de cette communication, la conférencière nous a montré, in fine, que la rupture devait être une rupture avec les anciennes pratiques, les pratiques mauvaises, les pratiques décriées, mais la rupture ne peut pas être une rupture avec la démocratie, avec les principes démocratiques. Et elle a brillamment, en s'appuyant sur des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la question, elle a montré que nous sommes actuellement au Bénin dans une rupture avec la démocratie, ce qui est inacceptable et intolérable. Je ne reprendrai pas sa brillante communication, mais je conseillerais à ceux qui ont un peu de soucis de recherche, de théorisation, d'aller lire ce travail qui m'a paru très important. Et à sa suite, nous avons eu le samedi dernier, dans le cadre de la relève au sein du parti, nous avons eu une jeune qui a présenté un thème sur ce qu'on n'entend pas les idéologies et les doctrines politiques. C'est une jeune dame, Mat Juliette Wandé, qui est étudiante en master philosophie, qui a présenté quelque chose de très important. Son travail a consisté à faire une revue de littérature sur tout ce qu'on n'entend pas idéologie et doctrine en politique. Et elle a fait un zoom spécial sur la doctrine libérale sociale, ses avantages et la subtilité. Au cours du débat, il y a eu un de ses camarades qui a posé la subtilité entre l'État libéral, la doctrine libérale, le rôle de l'État et la question des profits, les perturbations des profits liés au capitalisme libéral. Nous avons eu ça. Et puis hier, nous avons eu un point sur la vie du parti, le parcours que le parti a eu. Je voudrais rappeler que Mme Wandé a mis l'accent sur la réinvention du militantisme axé sur la conviction. Et elle a même mis l'accent sur un fait, c'est que le militantisme doit avoir une source à partir de la doctrine et des valeurs et des principes que professe le parti. Elle a eu une formule qui m'a paru très intéressante. Elle a parlé de militantisme qui doit cesser d'être un militantisme de poche et de proche, pour être un militantisme de l'intérêt général. Aujourd'hui, dans la suite de cet entretien, de ces activités, qui sont des activités théoriques, est convaincu que, comme l'a dit Mme Wandé, convaincu que l'action politique publique doit avoir une source dans une théorisation à partir de laquelle on identifie, on reconnaît un parti politique. Un parti politique doit être reconnu à partir de ses valeurs, de ses principes, de sa vision, de ses objectifs. Et l'homme politique ne peut pas s'écarter de ça. Vous devez être lisible dans un cadre théorique qui va fonder votre agir pratique. Dans ce cadre, ce soir, nous parlerons de devoir de résistance lorsque nous sommes en face d'un régime
qui est un déni d'un pouvoir, qui est un déni de l'état de droit et qui dégrade l'image du pays. Je vais m'appuyer sur 3 exemples. J'ai tellement écrit, j'ai tellement rédigé, j'ai tellement publié. Et ceux qui sont friands de ma page Facebook peuvent lire beaucoup de littérature sur ce que nous sommes en train de dire. Mais je m'appuierai sur 3 choses. La première chose, c'est les conséquences du coup d'État en cours sur le sort des valeurs et des principes universels de la démocratie dans notre sous-région, dans notre pays, dans notre sous-région. Et pourquoi pas à l'échelle internationale? Parce que ce qui se joue ici, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que ce qui se joue ici est anodin, n'aura aucune répercussion. On peut le faire, non. Il y aura nécessairement des conséquences de ce coup d'État. Et je vais vous expliquer cela. Et si vous posez des questions, nous irons en profondeur. Deuxièmement, nous allons voir l'incompatibilité des valeurs européennes avec la continuation en l'état du programme de l'Union européenne avec le Bénin, avec le gouvernement du Bénin. Si nous sommes dans un coup d'État, c'est-à-dire dans un déni de la démocratie et de l'état de droit, il faut comprendre que l'Union européenne ne peut continuer aucun programme avec le gouvernement du Bénin. Et c'est exprès que nous avons choisi ça comme thème. L'incompatibilité des valeurs européennes avec la continuation en l'état du programme de coopération UE avec un gouvernement violateur des standards de la démocratie au Bénin. Nous allons expliquer cela, vous allez comprendre. Et puis, troisième exemple que nous prenons, c'est un peu l'exigence de transparence d'un gouvernement. Un gouvernement est l'exigence de transparence. Parce que si le gouvernement n'est pas exigeant de transparence, le gouvernant, l'acteur public, n'est pas mis devant sa responsabilité. Il ne peut pas répondre à sa conscience, il ne peut pas avoir honte de ses actes. Or, s'il y a la transparence, l'acteur public est obligé d'avoir honte de ses actes. Parce que si un gouvernant met le pied dans le plat et que le peuple ne sait pas qu'il est en train de mettre le pied dans le plat, il n'aura pas honte. Mais s'il mettait le pied dans le plat et que tout le peuple voit que ce monsieur met le pied dans le plat, il aura honte à partir de lui-même, à partir de ses enfants, à partir de ses proches, à partir de l'éducation, de la formation qu'il a eue. D'où nous prenons ces 3 exemples-là pour introduire le débat de ce soir. Comme je le rappelais, j'ai beaucoup écrit sur Facebook, j'ai beaucoup publié sur ces questions. Le but visé dans mes publications est de constater avec vous que l'État ne peut pas être considéré comme une nation des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme et plus spécifiquement des droits politiques. L'État béninois. En l'État, là où nous sommes, l'État béninois ne peut pas être considéré comme une nation des libertés, une nation de la démocratie, une nation des droits de l'homme et plus spécifiquement une nation des droits politiques. À partir du moment où nous allons faire ce constat, nous allons comprendre que l'image du pays se dégrade et cette dégradation de l'image du pays est un tort fait au père fondateur de notre République. Et je voudrais aussi vous dire que à partir de ce constat, on va vous expliquer comment on peut combattre sans merci un régime toxique, un leadership toxique, pervers, toxique, névrotique, comme le leadership incarné par Patrice Talon. Voilà un peu ce que nous envisageons de faire ce soir. Et vous savez, la pédagogie de masse est une pédagogie complexe. Et au Bénin, et comme partout en Afrique, la pédagogie de masse est une pédagogie complexe. Pourquoi? À cause de l'analphabétisme. À cause de l'analphabétisme. Premier point. C'est un analphabétisme qui est quasi répandu. Deuxièmement, cet analphabétisme fait que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas la possibilité d'aller lire. Vous voyez aussi que même ceux qui sont allés à l'école ont des difficultés pour faire de longues lectures. Qu'en sera-t-il des analphabètes? Or, nous savons que l'analphabétisme chez nous est très répandu. Deuxièmement, il y a l'ignorance. L'ignorance rend complexe la pédagogie de masse. Parce que quand les gens sont ignorants,
ils ne comprennent pas ce qu'on appelle les standards d'une situation. Ils n'ont pas de référentiel de jugement. C'est-à-dire, l'État est là, l'État est là. Mais qu'est-ce que l'État fait? Ce que l'État fait, est-il conforme aux standards sur lesquels nous nous sommes entendus? L'ignorance devient un frein à la pédagogie de masse. Et puis enfin, il y a aussi la misère. La misère aussi crée quelque chose qui est la nécessité. La misère, lorsqu'elle est répandue, lorsqu'elle tiraille, lorsqu'elle devient le quotidien d'un peuple, empêche ce peuple de bénéficier de la connaissance. Donc, la pédagogie de masse a aussi des difficultés liées à la misère, à la paupérisation galopante. Donc, c'est pour ça que, quand je viens, je dis, il faut toujours dire la même chose, mais de plusieurs manières, jusqu'au moment où le peuple saisisse le discours, le sens du discours qu'on est en train de prononcer. Certains qui ne comprennent pas grand-chose disent, mais il parle. Il faut qu'il agisse. Mais on ne peut pas agir sans comprendre ce pourquoi on doit agir. Et agir ne peut pas être une aventure solitaire et personnelle du leader. Ça doit être une action collective de la masse. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de parler à la masse, d'organiser la masse. Et donc, l'exercice que nous sommes en train de faire ce soir participe de cela. Nous allons aborder le premier point qui est la rupture avec la démocratie et avec l'état de droit. C'est dommage, hein, et je suis obligé de reprendre pour l'essentiel tout ce que Mme Akeson a dit, mais je suis obligé parce que je n'ai pas cherché à fouiller encore puisque j'ai du, comment on appelle là, du précuit là. Les caractéristiques actuelles du pouvoir dit de la rupture renseignent à suffisance celle d'un régime antidémocratique marqué par la restriction des libertés, l'exclusion de l'opposition, la confiscation du pouvoir législatif et la falsification par une seule fraction du peuple de la Constitution issue de la Conférence nationale de février 1990. Il s'agit d'une situation de coup d'État d'un genre atypique, orchestrée par le pouvoir dit de la rupture avec la complicité vénale d'une classe politique des plus corrompus et la complaisance d'une élite politique quasiment des plus fourbes du monde. Notre élite intellectuelle est une élite intellectuelle qui regorge de plus de gens fourbes. Et c'est une complaisance dont bénéficie le dictateur. Alors, il faut comprendre que nous sommes dans un pays et le pouvoir se comporte comme s'il n'y a plus de limites. Le pouvoir se comporte comme si le pouvoir de talon, le pouvoir de la rupture n'a aucune limite. On peut passer et eux-mêmes, au niveau du pouvoir, ont une expression qu'ils utilisent. Ils disent qu'ils font des passages en force. Celui qui fait des passages en force fait exactement ce qu'on appelle coup de force. Or, celui qui pratique un coup de force pour atteindre le but qui est de changer un régime, de changer une constitution, de confisquer une assemblée législative, celui-là est dans ce qu'on appelle coup d'État. Je l'ai expliqué chaque fois. Je l'ai expliqué. Je vous le dis aujourd'hui. Chaque fois que vous êtes en présence de ce qui se passe dans ce pays, nous sommes dans un coup d'État. Il n'y a pas de limite. On peut tuer, on peut tout faire. Quand on va finir de tuer, on va réunir des gens qui ne sont pas des députés, ces partisans qu'on a imposés comme députés, pour leur dire, amnistiez, nous avons tué, mais puisque nous sommes là, votez une loi d'amnistie pour dire que nous n'avons pas tué. C'est très grave. Allez dire que, et puis même quand les journalistes internationaux, tels que Boisbouvier et Perelman, sont venus, M. Patrice Talon n'a pas eu de gêne à dire, oui, mais écoutez, tout ça c'est du passé. Comment tuer et dire que c'est du passé?
Ça veut dire quoi ça? Vous tuez, vous dites c'est du passé. Et ce qui est encore grave, vous tuez, vous êtes président, et vous dites, on ne sait pas qui a tué. On ne connaît pas les tueurs. Vous savez, c'est une jurisprudence extrêmement grave. Je ne suis contre personne. Mais vous-même, voyez les choses. On tue, on dit, bon, on ne connaît pas les personnes. Mais pourquoi on ne connaît pas les personnes? Tout le monde a vu les scènes de tuerie. On a vu des militaires qui tiraient. Et puis, c'est fini. Parce que des gens qui bénéficient, qui sont des receleurs des avantages, des profiteurs d'une situation meurtrière macabre, sont dans une assemblée, on le dit qu'ils sont des parlementaires, et eux, ils effacent. C'est-à-dire, ils votent, ils disent c'est fini. Ils peuvent voter, hein, mais les actes sont là. Et comme c'est des crimes, quel que soit le temps, ces crimes leur reviendront en surface et dans le visage. Je le dis parce que vous voyez à Kadiaoum, on a tué une dame. Tout le monde a vu. Des questions subsistent. Lorsqu'on a amené la dame à l'hôpital, qui sont ceux qui sont partis arracher les premiers constats, les premiers dossiers faits par le médecin à Amenotin, paraît-il. C'est ça la question. Moi j'ai vu les vidéos, j'étais ahuri. Je ne m'en remets pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, le prétexte trouvé par le président Patrice Talon, c'est quoi? Oui, il y a eu des chasseurs. Il y a eu des chasseurs. Mais c'est irresponsable. Et le juge dit, les enquêtes ne nous ont pas permis d'identifier les tueurs. Mais le juge est dangereux en le disant. Le juge est extrêmement dangereux en le disant. Pourquoi le juge est dangereux en le disant? Lorsque vous voyez les scènes qui se passent dans tous les pays du monde, où il y a crimes de guerre, génocide, est-ce qu'on arrive à identifier ceux qui ont tiré, ou c'est les commanditaires qu'on arrête? Lorsqu'on a envoyé dans un pays qui n'est pas très loin de chez nous, à l'issue des événements, même dans la Côte d'Ivoire, il faut le dire, lorsqu'on poursuivait les Gbagbo, lorsqu'on poursuivait les Blé Goudé, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'ils ont commis des crimes. Pourquoi? Est-ce qu'on a vu ces personnes avec les armes en train de tirer? Non, parce qu'on soupçonnait qu'ils étaient des commanditaires. C'est les chefs qu'on prend. Or, vous savez, les militaires viennent d'une caserne, ils viennent des unités, ils viennent des garnisons. Les armes, je l'ai démontré ici. Chaque arme, chaque balle est identifiée. Quelle est cette jurisprudence qu'on veut nous faire croire? Que désormais, plus tard, un régime peut tuer et faire exactement comme ça. C'est ça ce qu'on veut que nous fassions, que nous acceptions. À Kandi, le jeune Kandi Souno Djayan, je parle sous votre contrôle. Est-ce qu'il y avait un seul chasseur à Kandi? Il n'y avait pas de chasseur à Kandi. Moi, j'ai le rapport de Kandi. J'ai le rapport de Kandi. Le jeune qui est tombé, il n'y avait aucun chasseur là. C'est des soldats qui ont tiré. Ils viennent d'une unité, ils viennent d'une garnison, on les connaît. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de dire. Et tout cela, il faut dire que pour parvenir à de telles forfaitures, la Cour constitutionnelle a été éthiquement, moralement, techniquement désarmée. Ça n'a été possible parce que la Cour constitutionnelle a été éthiquement, moralement, techniquement désarmée. La justice instrumentalisée, le Parlement soumis à une inflation législative qui a fini par abattre l'état de droit pour tenter enfin d'ériger sur les ruines du modèle démocratique béninois un état de loi abject et unique qui
fait le lit à un despotisme archaïque ayant tous les traits d'un État aux antipodes des standards des valeurs et des principes universels de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit. Confère la communication de Dr. Acquesson intitulée « Pouvoir de la rupture ou rupture de la démocratie », conférence publique du 13 décembre 2019. La terreur et la militarisation de l'espace politique ont transformé l'État béninois en État policier. Les tueries des 1er et 2 mai à Kandi, puis les exactions militaires à Kandi et à Cotonou, les exactions militaires dans la région de Tchaourou, de Sabé, restent présentes dans la conscience populaire avec les images du jeune Giant Kandi Souno dont je parlais tantôt, qui a été abattu à Kandi, de Dame Prudence Amoussou abattu à Kadiamou, tous deux, à l'instar de plusieurs autres victimes innocentes, mortellement atteintes par les tirs des militaires. Ces personnes ont succombé après d'atroces agonies. Nous ne pouvons pas passer sous silence ces choses-là. Et on veut nous dire, c'est passé, allons-y. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je continue de dire que ces crimes crapuleux ne peuvent jamais être amnistiés. De nombreux jeunes ont été rappelés en guise de rançon, d'otages. Nous avons au sein de notre parti un jeune, Emmanuel Kouadigbe. Emmanuel Kouadigbe a été arrêté le 26 avril, le vendredi 26 avril. Le vendredi 26 avril, si j'ai bonne mémoire. Il a été arrêté. Il descendait à l'Étoile Rouge. Et puis, des gens qui sont infiltrés partout, on l'a doigté, on l'a arrêté. Il n'avait même pas eu les élections. Il n'avait même eu rien du tout. Beaucoup de personnes comme ça sont arrêtées. Comme des otages, j'avais dénoncé. Des otages. Je voudrais poser une question. Est-ce que ces jeunes, leurs proches, vont oublier ces choses? Non. Je dis que ces personnes sont mutilées moralement et demeureront si physiquement et psychologiquement à jamais touchées. Jusqu'à leur vieillesse, ces personnes n'oublieront jamais ce qui s'est passé. Et ce n'est pas bon. Rien n'effacera, rien n'arrivera à effacer que le pouvoir de Talon a tué. Et ce ne seront pas les expédients d'asphaltage et les essais d'encyclopédisme du sujet, sur des sujets de spécialité auxquels s'essaye le président Talon, qui s'essaye même sur l'épistémologie de la dette. Ce ne sont pas ces choses qui vont absoudre et passer l'absurdité meurtrière de son pouvoir. Rien. Il ne faut pas simplement que Patrice Talon croie que parce que je fais des asphaltages, parce que je fais des routes, c'est fini. Je vais détruire la liberté, l'état de droit, à partir des expédients de routes. Parce qu'il fait des discours encyclopédistes, ce que moi j'appelle encyclopédisme, pour dire que je connais tout sur le CFA, je connais tout sur la dette. C'est des questions de spécialité, il ne peut rien comprendre dedans, mieux que les spécialistes. C'est faux, il n'est pas agrégé en cela. Il doit laisser la place aux sachants. Et il suffit qu'il fasse ça. Des gens écrivent sur le net, il est éloquent, il comprend bien, il comprend quoi? Même sur la monnaie, ces raisonnements sur la monnaie sont des raisonnements approximatifs. La fonction de la monnaie même, c'est les spécialistes qui vont en parler. La monnaie est une affaire de souveraineté. Et la monnaie, en dehors du fait que la monnaie soit une affaire de souveraineté, la monnaie répond aussi sur des caractéristiques qui sont celles de la valeur économique de la nation. Il lui reste beaucoup de choses là-dessus. Les questions de caractère soutenable de la dette sont des questions très sensibles lorsqu'on parle des pays de la zone UEMOA, de la zone CFA. Lorsqu'on a perdu la face dans son pays, il est difficile, avec quelques discours à l'étranger, de chercher à combler le fossé qu'on a créé au niveau de son peuple.
C'est ce que j'ai entendu le jeudi dans l'exposé de Mme Akesson. N'est-ce pas, c'est Mas Goumaz qui a dit ça, que parce qu'on a échoué à l'intérieur du pays, on va commander la diplomatie pour certifier cet art à l'intérieur du pays. Un président fait une gouvernance attardée. Et pour compléter ça, pour falsifier ça devant l'opinion de son peuple, il va commander la diplomatie pour venir certifier ses carences de gouvernance à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Des auteurs ont travaillé sur ça depuis 1992. Vous allez voir un peu, quand vous prenez des lois, telles que la loi portant cas juridique du partenariat public-privé. Ce n'est pas une loi, ça. La loi portant organisation de la concurrence, ce n'est pas une loi. La loi portant régime général de l'emploi des collaborateurs externes de l'État, ce n'est pas une loi. La loi modifiant et complétant la loi 2019 de février 2019-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations des services publics ne sont pas des lois. C'est des prétextes de corruption, c'est des prétextes de mauvaise gouvernance. Et puis, il y a une panoplie de lois. La loi sur les conditions d'embauche, la loi sur l'organisation juridique en République du Bénin. C'est des lois qui préparent le déni de l'état de droit. Cette loi qui a créé la criette. C'est inadmissible. Et nous en venons aux lois sur les élections. La loi sur le code, la modification du code pénal. La loi sur les partis politiques. La loi sur le code électoral. La loi sur le secret défense. La loi sur l'exercice de grève. Toutes ces lois sont des lois préméditées. Allant dans un sens, le sens de tuer les libertés, de rompre avec l'état de droit et de jeter aux oubliettes la démocratie. Voilà un peu ce à quoi le Bénin a assisté. Et nous devons dire que dès que les premiers signes ont apparu, l'opposition a tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons dit ces choses progressivement vont amener du désordre dans notre pays. Non. Le président Talon s'est entêté à tuer et à imposer sa vision qui est contraire à la vision de l'État telle que conçue à la conférence nationale. Et alors que la situation délétère de l'impasse politique née des suites de la crise de confiscation du pouvoir législatif continue d'interpeller l'opinion nationale et internationale, alors que le monde entier continue de s'interroger sur ce qui se passe après la confiscation du pouvoir législatif, le même président réunit ces gens nuitamment et dit maintenant, nous allons prendre la Constitution elle-même. Et curieusement, comme si la nature était contre eux, c'est la nuit des fantômes d'Halloween, la nuit des fantômes d'Halloween qui sont restés dans la nuit pour confisquer, pour s'accaparer de la Constitution. Et vous avez vu ce qui a suivi. Dans ce pays, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée vote une loi la nuit et le matin, dans la journée qui commence juste à l'aube, la Cour constitutionnelle déclare que ces lois sont conformes. La Cour constitutionnelle était députée. Vous voyez, c'est dangereux. C'est dangereux. Ces escalades ne sont pas bien. Et nous voyons notre peuple qui est calme apparemment. Mais sous ce calme, ce qui se passe n'est pas bien. Et c'est parce que ce qui se passe sous ce calme n'est pas bien que je profite de l'occasion pour vous dire et poser certaines questions. Combien de temps encore les gens de la rupture pensent que ça peut durer? Ce qu'ils sont en train de faire peut durer. Première question. Deuxième question. Que se passera-t-il quand le peuple en organisation se dressera cette fois-ci plus uni, mieux organisé et farouchement déterminé? Troisième question. Sans le rétablissement des préalables démocratiques, qui peut parier sur le sort des libertés, sur celui de l'état de droit
sur celui de la démocratie et sur celui de la bonne gouvernance. Qui dans notre pays peut parier du sort sur la liberté, sur l'état de droit, sur la gouvernance, sur la démocratie? Notre peuple n'a-t-il pas le droit d'enlever définitivement à Patrice Talon et à sa fraction politique le goût au recours à la force et à l'utilisation des armes létales, au maniement de la terreur par l'instrumentalisation de la justice et le recours aux armes, aux militaires? Est-ce que nous n'avons pas ce droit? Je pense bien que nous avons ce droit. Comme ceux qui connaissent bien Patrice Talon avaient prévenu, son discours revanchard du 20 mai 2019, sur la foi de laquelle son discours sur lequel la CEDEAO s'est fondée et a émis les recommandations 45, 46 et 47 contenues dans le communiqué du sommet des chefs d'État, communiqué rendu officiel le 29 juin à Abuja. Nous avons vu que Patrice Talon lui-même a violé ce qui est contenu dans son discours du 20 mai. Or, la CEDEAO s'est appuyée sur ce discours du 20 mai pour prendre les points 45, 46 et 47. À la date d'aujourd'hui, Patrice Talon a violé ça. En violant ça, Patrice Talon est dans une moquerie contre la CEDEAO.